Venons-en à la stratégie d'investissement et à l'analyse de marché pour commencer avec Alain Bocobza, avec nous en plateau également le responsable monde de l'allocation d'actifs de Société Générale. Bonjour Alain. Bonjour Grégoire. Merci beaucoup d'être là. On va parler stratégie d'investissement, mais je voulais qu'on puisse analyser un petit peu ce qui s'est passé sur les marchés ces dernières semaines. Un des phénomènes qui marque les esprits et qui marque les esprits d'investisseurs professionnels également, c'est la vitesse des marchés. La vitesse à laquelle les choses se passent, la vitesse à laquelle les marchés sont capables d'intégrer des nouvelles données, des nouvelles informations. Et c'est vrai qu'à ce titre, voilà, on a vu la puissance du mouvement sur les marchés d'actifs risqués au cours du mois de janvier, qui perturbe encore une fois beaucoup d'investisseurs professionnels. Je sais que vous avez une lecture un peu différente de ce fonctionnement des marchés aujourd'hui. On a déjà discuté avec vous, Alain. Vous y voyez un signe d'une nouvelle efficience des marchés? Il y a deux idées dans la question. La première, c'est est-ce que les marchés sont efficients? Est-ce que, dans ce qu'on peut observer des prix sur les différentes classes d'actifs de plusieurs régions, est-ce qu'il y a des grosses inefficiences? Ma réponse est non. Je pense qu'il y a beaucoup de travail sur tout l'environnement des prévisions, des scénarios, des risques. Il y a un bien meilleur travail sur les risques qu'on a fait depuis quelques décennies. Donc ça, c'est aussi des facteurs stabilisants sur l'efficience des marchés. Et deuxièmement, sur la vitesse de déplacement, c'est pour moi une lecture comme quoi, quand on travaille un nouveau thème qui arrive, un pivot, un game changer, on dirait en franglais, il y a toujours deux interprétations, soit c'est à très court terme, et en disant, voilà, à court terme ça fait ça, et demain, et après-demain, la semaine d'après, et une autre forme de question, c'est qu'est-ce qui se passe au bout du compte? Il faut tirer la ficelle de l'ouverture de la Chine. Ça faisait 2 ans qu'ils étaient en confinement absolu partout. Là, ils ont commencé doucement à ouvrir une région, une ville, et le marché il a immédiatement travaillé l'intégralité de l'ouverture de la Chine. On a rajouté des points de PIB sur les prévisions Chine 2023, tous ensemble. Donc les marchés, et ils ont raison, d'un point de vue soit purement économique, soit dans l'intégration dans les prix de marché, c'est l'ensemble du mouvement qui est intégré dans les prix de marché rapidement. Les casinos à Macao, si on se dit que la frontière entre la Chine continentale, Hong Kong et Macao se réouvre par la fin des confinements, 160%. Avant même que le premier Chinois, enfin ils sont revenus là j'imagine, mais avant même que le premier Chinois ait remis les pieds dans les casinos de Macao. Il faut bien mentionner que les marchés travaillent comme ils ont rarement travaillé sur l'intégralité d'un cycle qu'on va intégrer dans les prix rapidement. Et donc ça, c'est des mécanismes est-ce qu'on fait progressivement l'intégration dans les prix de marché d'un cycle long ou est-ce qu'on va le faire rapidement? En anglais, on dirait to front load. Vous voyez, d'intégrer rapidement et ensuite on voit. Et on se met en mode pause et éventuellement on prend des profits. Mais il y a bien quelque chose de nouveau dans cette manière de fonctionner des marchés. Je pense qu'il y a eu d'autres périodes anciennes dans lesquelles les marchés ont pu travailler comme ça. Donc, il n'y a rien de nouveau au sens qu'il y a des rotations. Ça, c'est ce que je fais là, c'est un des domaines d'excellence dans ce qu'on fait nous, c'est de la finance comportementale par opposition aux chiffres dans des tableaux. Les deux sont complémentaires. Mais d'observer comment travaillent les marchés. Est-ce qu'ils sont efficients ou pas? Ça, c'est une question qui a été posée et qui est très importante. Ma réponse est plutôt oui. Il n'y a pas de très grosses anomalies de pricing de part et d'autre. C'est pas pour ça qu'il n'y en a pas de temps en temps. Mais globalement, il n'y a pas de gros écarts. Et la vitesse, donc il faut aller vite, il faut tirer vite. Ouais. Quand on a une idée, qu'on observe une information un peu nouvelle dans le panorama majeur, pas les petites informations marginales, il faut aller très très vite sur les conclusions, sur déplacer le prix des actifs rapidement. Non, mais c'est une donne, pas forcément nouvelle, mais à intégrer parce que c'est la manière aujourd'hui dont les marchés fonctionnent. Oui. Une fois qu'on a dit ça, qu'est-ce qui a motivé ce début d'année aussi solide pour la performance des actifs risqués, entre autres, Alain? On a sans aucun doute commencé l'année 2023 avec un petit peu trop de pessimisme. Donc ça, c'est des jeux de balancier. On reste en finance comportementale. Mais il y a aussi une certitude. Dans l'entretien précédent avec Dorothée, il n'y avait plus de débat sur le fait qu'on avait dépassé le point haut sur les chiffres totaux d'inflation, pas les chiffres cœur, mais les chiffres totaux, qui sont d'importance pour le pricing de marché. Et s'il existe des craintes d'un ralentissement marqué qui pourrait mener à une récession dans les trimestres à venir, pour l'instant, ça tient.
Et donc le cumul d'un mieux aller sur les chiffres d'inflation et d'une croissance économique qui résiste, et donc des profits des entreprises publiées qui résistent, la quantité de surprises positives s'effondre, mais on n'a pas encore de surprises négatives généralisées. Donc cette configuration-là, elle est bonne pour les actifs risqués, que ce soit les obligations privées ou les marchés d'actions. Derrière ça, il y a également le thème des pivots, et c'est bien des pivots qu'il faut comprendre, parce que, alors, il y a le pivot que tout le monde attend, celui de la Fed, on en dira un mot, mais avant ça, il y a déjà des pivots beaucoup plus immédiats, beaucoup plus réels, beaucoup plus tangibles, qui ont participé à ce rebond de marché, et notamment à la surperformance qu'on peut observer des actifs européens et des actions européennes sur la séquence. Alors, depuis le début de l'année, mais la séquence de rattrapage et de leadership des actions européennes commence en octobre 2022, Alain. Fin septembre, le point bas des actions européennes. 29 septembre. 29 septembre, oui. De nouveau, il y a deux questions en une. Point de départ des États-Unis, qui est l'infrastructure de tout ce qu'on fait dans les marchés. Il y a beaucoup de pivots aux États-Unis. Nous, on en compte 4. Pivots, c'est des événements qu'on attendait, qui viennent transformer le prix d'un actif ou l'autre. Je parle des actifs majeurs. On a déjà fait un premier pivot l'an dernier, qui était le point haut sur les obligations d'État américaines. On a fait entre 4 et 4,5%. On est largement en dessous de 4 aujourd'hui. On tend vers le 3. C'est une infrastructure qui est agréable pour tous les marchés mondiaux, obligataires, mais actions aussi, et aussi pour les obligations privées. Ce n'est pas très bon pour le dollar américain parce qu'il y a moins de rémunération. J'ai l'impression qu'il a plutôt baissé depuis le point haut des obligations. Là, on est sur le cœur du cross-asset, de l'infrastructure de pricing d'efficience des marchés. Deuxièmement, il y avait un débat il y a quelques trimestres, savoir si la Fed passait de 25 à 50 à 75 points de base. Quand on était à 75 d'incrément à chaque réunion de politique monétaire, on se posait la question s'ils allaient passer à 100. Ils ne l'ont pas fait, ils sont restés à 75. On redescend à 50, à 25. C'est le deuxième pivot de la Fed qui est déjà fait. C'est non seulement l'annonce, mais l'exécution qui a été concrétisée hier de la réduction de l'incrément, qui est une bonne nouvelle, parce que l'incrément qui baisse au bout d'un moment, ça va aller à zéro. Et l'étape d'après, c'est la baisse des taux. Donc là, c'est de nouveau en économie comportementale, c'est la dynamique des annonces. Si la Banque Centrale Européenne reste ce qu'elle va faire, a priori, à 50 points de base, on n'a pas cette dynamique de l'incrément qui diminue. Et on ne l'aura peut-être pas tout de suite. Donc ça, c'est une énorme différence qui joue aussi sur l'échange entre l'euro et le dollar, bien sûr, en faveur de l'euro. Et troisièmement, ce sera la longueur du plateau. Une fois qu'on a arrêté les hausses de taux, on sera à 5,25 aux États-Unis. Combien de temps on va rester là-haut? Et à partir de quand on va commencer à baisser? C'est vrai qu'il y a 2 pivots, mais il y en a déjà 2 qui sont faits. Et pour reboucler avec le fonctionnement des marchés, la vitesse des marchés, intéressant de noter, moi, évidemment, j'ai suivi la conférence de presse de Jérôme Powell hier. J'ai trouvé qu'il était un peu beaucoup moins vigoureux dans la bataille contre les conditions financières qui s'assouplissent. D'ailleurs, lui, il préfère constater qu'elles se sont durcies, les conditions financières. On a tous constaté, et Jérôme Powell le sait très bien, qu'elles n'arrêtent pas de se détendre depuis quelques mois. Il cherche plus à repousser aussi volontairement qu'avant les anticipations de baisse de taux. Il est interrogé en permanence sur ce pricing et ces anticipations de marché. Il a presque un peu capitulé sur cette idée d'essayer de faire reconverger le marché sur le scénario de la Fed. Il estime que voilà, les investisseurs ont une vue différente et qu'on verra à la fin du jeu. Il a compris là aussi que le marché intègre déjà l'ensemble de la séquence, comme vous disiez, Alain. Alors, dans l'ensemble de la séquence, il y a beaucoup dans le non-dit. Que sont les indicateurs avancés conjoncturels qui, aux États-Unis, sont nombreux, solides, fiables, qui ne sont pas très enthousiasmants et qui pourraient s'appeler une récession d'ici la fin de l'année. Après, une récession, ça peut être une petite ou une grande, mais pour l'instant, si jusqu'à présent le marché de l'emploi a tenu et la conjoncture est exceptionnelle par rapport à toutes ces années de croissance qu'on a pu déjà connaître, les indicateurs avancés sont entre le mauvais et l'exécrable pour la fin d'année. D'accord ? Et c'est donc là, on revient sur le point numéro 1, c'est-à-dire à partir de quand... Et là, les marchés obligataires, que ce soit sur les parties courtes des taux, donc les prévisions sur les Fed Funds de côté ou les taux des obligations à long terme, intègrent déjà, par la baisse des taux longs et l'anticipation d'une baisse des taux courts d'ici la fin de l'année, plutôt à la fin 3e et 4e trimestre, c'est ce travail sur le timing d'entrée en récession des États-Unis. Pour synthétiser l'idée, on est là dans un scénario
de la récession la plus attendue de l'histoire des économies qui n'en finit pas de ne pas arriver. Et a priori, il ne faut pas capituler là-dessus, parce que l'économie, elle est fatiguée, elle finira par aller en récession, et c'est vertueux pour les marchés obligataires. C'est vertueux pour les marchés obligataires, pour ceux qui sont investis dedans. Pour les marchés d'actions, je ne suis pas sûr. Ah oui, à un moment, ça peut se retourner contre les marchés d'actions. On va changer de corrélation. Ouais, pour l'instant, elle reste positive. Début d'année par rapport au reste de l'année, à un moment donné, difficile à capter au mois près, on va avoir une décorrélation. A priori, les obligations, une récession est vertueuse pour le prix des obligations, les taux baissent, parce qu'on est dans l'expression d'une baisse des taux d'une banque centrale, alors que les profits des entreprises deviennent décevants par rapport aux attentes des analystes, et ça, c'est désagréable sur les prix des actions. Sur l'Europe, Alain, là aussi, le thème des pivots joue à plein, avec même un double pivot qui profite à l'Europe et aux actifs européens aujourd'hui. Dans ce double pivot, il y a d'abord la certitude que quand, fin octobre de l'an dernier, on a eu les premières rumeurs qui se sont concrétisées d'ouverture, de la fin des confinements dans la deuxième économie du monde, qui est l'économie chinoise. Si évidemment l'économie domestique chinoise était favorisée, là on a rajouté nous un demi-point d'attente de croissance sur le PIB chinois. C'est une grande économie déjà. On est juste janvier, on a déjà rajouté un demi-point de croissance sur 2023. C'est pas terminé. Donc ça va vite, ça s'ouvre. Pour l'instant, il semble que d'un point de vue humain, ça tienne. Donc on n'a pas de... Pour autant qu'on ait des statistiques correctes, il n'y a pas de dommages humains qui sortent d'un désordre inutile. Oui, il y en a forcément, mais pas suffisamment pour faire reculer. Pour l'instant, on parle plutôt d'immunité collective qui semble se développer très rapidement. Donc ils l'ont attrapé, mais très vite, ça se redémarre et ça s'arrête. Donc il n'y a pas de dégénérescence des cas, même si les hôpitaux sont encombrés. Donc là, ça se joue par la Chine, par l'Asie, mais la région du monde qui est le plus imbriquée dans les flux commerciaux internationaux par les importations et l'exportation, c'est l'Europe. Et vous avez une corrélation parfaite sur le timing d'occurrence des premières rumeurs et de démarrage de la Chine, d'ouverture économique et humaine de la Chine, avec la performance exceptionnelle, surperformance des actions européennes. Donc ça, c'est un premier point dans les pivots. Quand on voit l'ouverture de la Chine, ça paraît loin sur une carte géographique, mais d'un point de vue échanges commerciaux et d'impact sur les entreprises cotées, c'est gigantesque. C'est gigantesque. Entre autres sur le CAC. Les entreprises du CAC sont parmi les plus globales et les plus grosses des boîtes européennes cotées. C'est un impact qu'on a vu passer. Oui. Deuxièmement, le deuxième pivot, on a un territoire européen qui est avec des bruits de bottes en toile de fond. Et malheureusement, sur le plan humain, c'est désagréable. La liaison avec les marchés financiers s'est faite essentiellement en liaison avec la crise énergétique. Quand les prix du pétrole ont beaucoup monté, c'était même pour tout le monde, mais quand les prix du gaz européen ont multiplié par 4 ou 5, c'est une perte de compétitivité industrielle majeure, et on est revenu en arrière. On est maintenant sur des prix du gaz sur les marchés de gros inférieurs à ce qu'on avait avant l'entrée en guerre le 24 février 2022. C'est un deuxième pivot pour l'Europe, où pour cette saison, on a effacé l'intégralité de la crise de prix sur les marchés de gros, qui sont ceux qui sont achetés par les industriels. Le canal de transmission de la crise géopolitique vers l'économie est cassé. Celui-là, oui. Celui-là, parce qu'après, il y a des dépenses fiscales qui sont sur les dépenses militaires. Donc, il y a ça, c'est un peu plus de croissance et un peu plus d'inflation. Mais il y avait un vecteur très néfaste sur les actifs européens qui était les prix de l'énergie. Il faut conclure en 1 minute sur l'équilibre de l'allocation d'actifs que vous recommandez aujourd'hui, Alain. Donc, on pense que sur l'ensemble de 2023, les marchés des obligations d'État resteront confortables, puisqu'on va ouvrir une deuxième étape qui sera la perspective d'un ralentissement économique marqué américain et européen. On va, en ce début d'année, être très agressif, continuer d'être très agressif sur les obligations privées. Les obligations corporate qui sont avec des spreads, donc des rémunérations qui nous paraissent encore très confortables par rapport au risque de défaut prévisionnel. Si on peut rester sur les actions, on va à un moment donné dire il faut faire attention parce que cette perspective de profit, donc là les profits semblent être bons encore, mais ça va être compliqué au bout d'un moment. Donc sur l'ensemble de 2023, on va donner des signaux où on est beaucoup plus confortable sur les marchés obligataires d'État. Pour l'instant sur le privé, on est très à l'aise sur les marchés émergents, que ce soit les obligations ou les actions émergentes, et on mettra un petit peu plus la pédale douce sur les actions américaines ou européennes au fur et à mesure qu'on va avancer. Et baissier dollar. Et on reste structurellement baissier dollar.
Merci beaucoup Alain. Alain Bocobza, le responsable monde de l'allocation d'actifs de Société Générale qui était avec nous en plateau pendant cette demi-heure. On se retrouve à 17h en direct sur Bismart.